Un mot quand même, Thomas, sur le fonctionnement de l'UPR au plan local. Rappelez d'abord peut-être, je sais pas qui va le faire, mais rappelez un peu ce que l'Union populaire républicaine, depuis quand ça existe, pourquoi ça a été créé. L'Union populaire républicaine a été créée le 25 mars 2007 pour la commémoration, je dirais, du traité de Rome, qui a fondé la CECA, qui fondera plus tard l'Union européenne, par François Asselineau, qui est le président fondateur. Le but, en quelques lignes, c'est de rassembler provisoirement tous les Français de gauche, de centre et de droite, afin de sortir, par la voie juridique, sereinement, pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Cet article, c'est l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui permet justement de faire ceci. Alors, pourquoi sortir de l'euro? Ça va peut-être poser la question, pourquoi sortir de l'Union européenne? Un mot de François Asselineau, donc, qui a créé ce mouvement, quelqu'un qui a beaucoup fréquenté les ministères. Oui, effectivement, oui, voilà, François Asselineau a fait l'ENA, a fait HEC. Actuellement, il occupe effectivement des postes dans la haute administration. Et c'est, pour ainsi dire, le seul à dénoncer clairement et surtout à dire la même chose depuis la création, depuis 2007. Ça, je pense que c'est un gage de cohérence qui a toute son importance quand on fait de la politique. Voilà, je me demande quel autre parti peut se targuer de dire la même chose depuis ne serait-ce que 2007 déjà. Vous n'avez pas vraiment répondu sur le plan du fonctionnement local, comment vous fonctionnez? Alors d'un point de vue local, en tant que délégué départemental, ce que l'on fait justement, ce sont des actions militantes donc, au niveau département, au niveau local, surtout ici à Montpellier. On compte un peu plus d'une centaine d'adhérents dans le département. Et ce que l'on fait justement, on fait des réunions aussi qui sont, qui permettent aux adhérents, bien entendu, aux sympathisants, mais aussi aux personnes curieuses de connaître notre mouvement, de voir que il est composé de personnes comme vous et moi, je dirais, c'est-à-dire des citoyens français qui prennent conscience de certaines choses, qui commencent à connaître les tenants, les aboutissants, en l'occurrence, la liste est longue, qui permettent de constater que finalement, absolument tout en France, c'est-à-dire la quasi-totalité des décisions prises en France, proviennent des traités européens qui ont été décidés par une oligarchie non élue. Donc, je rappelle à ce titre la devise de l'UPR qui est l'union du peuple pour établir la démocratie. Et alors pour répondre à votre question, donc le peuple c'est nous, et à l'échelle locale nous faisons des actions de sensibilisation, donc par tract, par fait de l'affichage, etc. Sur les marchés, et puis bien entendu, n'importe qui, je dirais, qui est curieux de connaître notre mouvement est le bienvenu pour constater que l'UPR c'est un mouvement qui ressemble aux citoyens et qui nous rassemble aussi. De façon très concrète, très basique, la cotisation, j'imagine qu'elle est fixée, et en fonction des revenus de chaque adhérent, ou elle est fixe, comment? Alors, c'est-à-dire que les adhésions classiques, que n'importe quelle formation politique fait, qui a 30 €, vous pouvez aussi donner 50 €, vous pouvez après être bienfaiteur à hauteur de 200 € jusqu'à 7 500 €, il me semble, mais aussi pour les personnes qui seraient étudiants au chômage ou bénéficiaires des minima sociaux, pouvoir cotiser à hauteur de 10 €. Alors, Thomas disait, Régis, l'UPR, ça ne ressemble à aucun autre parti, pourtant les lettres ne sont pas sans rappeler à l'UPR, mais les lettres sont seulement. Le seul parti, disait Thomas, à défendre certaines idées, et en même temps, quand on lit votre charte, on a l'impression de trouver des similitudes, et notamment au plan du discours aussi, avec Debout la République, par exemple, de Dupont-Aignan. Vrai ou faux? Faux. Enfin, non, vrai pour les similitudes, faux pour l'honnêteté. C'est grave ça veut dire que Dupont-Aignan n'est pas vraiment... C'est pas compliqué. Je vous mets au défi de trouver une profession de foi de Debout la République qui dise explicitement, qui écrivent explicitement qu'il faut sortir de l'Union européenne. J'ai entendu encore ce matin le dire sur les antennes de France. Il y a un vieil adage populaire qui dit les paroles s'envolent, les écrits restent. La profession de foi, c'est le seul document lors des élections qui est archivé aux archives nationales de France. C'est-à-dire que c'est l'outil de travail des historiens du futur pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui chez nous, en France.
Donc, on insiste bien, pour éviter la confusion, sortir de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire renoncer à l'euro. Enfin, vous prenez ce C'est un préalable. Nous voulons faire tout. Oui. Je veux dire que, donc, si vous lisez les professions de foi, Dupont-Aignan va dire qu'il veut sortir de l'euro à la télévision. Le lendemain, sur une autre chaîne, il va dire le contraire. En négociant avec les autres pays, il va faire une espèce de bouillie comme ça, mais écrite sur les professions de foi. Je vous paye le champagne si vous trouvez une profession de foi de Debout la République où il est écrit qu'il propose de sortir de l'Union européenne. Par l'article 50, c'est la seule voie juridique, légale, sereine pour le faire. Enfin, il ne vous aura pas échappé quand même, il fait un rapprochement en ce moment assez net avec Marine Le Pen et donc avec le mouvement Bleu Marine, et notamment sur cette question-là. Et bien sûr, ils ont leur petit fromage, et c'est la SARL Le Pen, il a sa petite boutique, Dupont-Aignan a sa petite boutique, ils sont bien dans le système, ils ont leur fonction dans le système. Leur fonction, c'est de recueillir les mécontents pour les neutraliser. C'est simple. Et les médias les aiment, parce que tout ça fait partie d'un même système, c'est-à-dire d'un ensemble d'éléments en interaction dynamique, reliés en fonction d'un but. C'est ça un système. Et donc ils en font tous partie. Je vais donner deux indices s'agissant du Dupont-Aignan, puisque vous avez démarré là-dessus. Premier indice qui permet de douter de sa sincérité. Premier indice, il a été un young leader. Vous savez ce que c'est qu'un young leader? C'est quelqu'un qui a fait partie de la French American Foundation. On n'y rentre pas comme ça. On y rentre par cooptation, il faut faire un dossier comme ça, il y a des grands euros à passer. La French American Foundation est une fondation qui a été créée sous Giscard et Ford afin de repérer les jeunes pousses, qu'ils soient journalistes ou politiques, les futurs, donc les HEC, tout ça, Sciences Po, les ENA, de les repérer et de les formater au dogme atlantiste, en gros. En français, French American Foundation, ça se dit École nationale supérieure des collabos à l'Empire. Donc, premier indice, Nicolas Dupont-Aignan est passé par la French American Foundation. Deuxième indice, à chaque fois, je vous garde deuxième indice, à chaque fois qu'il s'est présenté aux législatives, il n'a eu aucun candidat UMP en face de lui. Donc s'il avait été dangereux pour le système, oui, enfin, peut-être qu'il n'est peut-être pas pour le moment, peut-être qu'il peut le devenir. On va vous rétorquer que François Asselineau aussi a fait un parcours, il a fréquenté les ministères, je pense qu'il a même fait partie. Il a fait un parcours que fait un fonctionnaire, un haut fonctionnaire. Il n'a pas appartenu à d'autres formations politiques Si, il a appartenu à une formation de Charles Pasqua, le RPF, parce qu'au moment où Charles Pasqua a créé le RPF, ça devait se faire avec Chevènement. Et c'est Max Gallo qui faisait l'intermédiaire entre les deux. Et c'est ce qui avait bien plu à François Asselineau à ce moment-là. Il se trouve que Chevènement s'est désisté au dernier moment. Donc il avait adhéré, il est resté un an et au bout d'un an il est parti. Donc c'était un mouvement, encore une fois, dont l'idée était de sortir de ce piège dans lequel nous sommes, qui se referme sur nous et qui va finir de se refermer avec le grand marché transatlantique. Qui se négocie en ce moment. Alors, en secret, oui. Alors, en secret, alors justement là aussi il y a polémique parce que c'est effectivement Marianne a fait sa une là-dessus en disant que ça se faisait en secret. Et puis évidemment on rétorque que non, ça ne se fait pas tellement en secret. J'ai entendu plusieurs ministres, notamment Moscovici, enfin ex-ministre, en parler de façon assez libre. Un autre young leader, Moscovici. Oui, non, mais le Parlement européen a demandé à être tenu informé des négociations. On lui a dit non. Le Parlement européen. Les directives sont décidées par des commissaires européens et puis leurs fonctionnaires qui sont... Alors justement, dans le fonctionnement, c'est ce que vous reprochez avant tout, c'est la composition même de comment ça fonctionne, c'est-à-dire se dire qu'après tout, les décisions se prennent par biais des commissaires, lesquels sont effectivement pas des représentants du peuple. Non seulement ils ne sont pas des représentants du peuple, mais ils doivent être absolument indépendants des intérêts nationaux. Alors ils sont indépendants des peuples, mais sont-ils indépendants de Goldman Sachs, de Monsanto, de Bayer? Disons le mot, des lobbies. Des lobbies. Je ne le pense pas. Savez-vous qu'il y a à Bruxelles 5000 cabinets de lobbying autour des institutions européennes. Ces cabinets de lobbying ont pour clients des grandes firmes qui viennent leur demander de concevoir une loi qui va arranger leurs petites affaires. Et savez-vous qu'un grand nombre de lois
qui sont proposées ensuite au Parlement ou qui nous tombent sous forme de directives, proviennent de ces cabinets de lobbying et quasiment à la virgule près. C'est comme ça que ça se passe. Alors si je reviens sur le dictateur, parce que vous me dites ce que je reproche à l'Europe, la Commission européenne, vous allez, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas le temps de lire le traité sur l'Union européenne, lisez simplement la fiche Wikipédia « Les institutions européennes ». Voilà, et vous aurez un résumé parfait. Ça a été écrit par des européistes en plus. La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union. Elle a le monopole de l'initiative législative. Il semblait qu'un certain Montesquieu avait parlé de séparation des pouvoirs à l'époque. Elle a un œil sur le judiciaire. Elle a la maîtrise du calendrier. Dans une entreprise, ce n'est pas l'ouvrier qui décide du calendrier, c'est le patron. Et elle n'a aucun compte à rendre au peuple. Je suis désolé, ça s'appelle un dictateur. Alors, nos pays sont tellement idiots qu'ils ont accepté de se faire comme ça, enchaîner. C'est un long processus. Un long processus où les politiques ont été ont sciemment laissé leur pouvoir, on les a bien... Et puis ça les arrange aussi, hein. Ils sont là, ils font les beaux, mais finalement ils décident de rien, ils ne sont pas trop responsables. C'est un long processus, ils ont été recrutés, comme je vous dis, Hollande est un young leader, Moscovici est un young leader, tous ces gens-là, Nathalie Kosciusko-Morizet, tout ça, ils sont recrutés, le système a mis du temps à se mettre en place, et puis il est devenu de plus en plus efficace, et on sait comment ça se passe, hein, à partir du moment où il y a une masse critique, eh bien les processus de pensée se reproduisent, hein, et finalement, on est arrivé à cet abandon final où oui, les gouvernements ont abdiqué au profit de cette Union européenne. Il y a une, si vous allez chercher sur Dailymotion, je pense que vous trouverez cette conférence de presse où De Gaulle parle d'un fédérateur extérieur. À l'époque, l'Europe ne comptait que 6 pays, et il disait, mais s'il n'y a pas de... à 6 pays, ça va être difficile de s'entendre, on n'a pas les mêmes intérêts les uns les autres, et si on n'arrive pas à s'entendre sur une politique commune, il y aura bien un fédérateur extérieur qui, lui, en aurait une politique commune. Et évidemment, il désignait les États-Unis. À la suite de cette conférence, ça a fait un scandale. Les États-Unis ont quasiment rappelé leur ambassadeur. Enfin, ça a fait un véritable scandale, cette conférence. C'est un peu ce qui s'est passé. Ça a mis longtemps, ça a mis 50 ans, mais maintenant nous y sommes. Nos gouvernements ont abdiqué. Le pouvoir se situe à Bruxelles et à Washington. Enfin, à Washington via Bruxelles, on va dire. Et avec le grand marché transatlantique qui va nous tomber dessus, le processus aura abouti. Alors, on parle du rôle des commissaires, mais on pourrait parler aussi, on va en parler, des rôles des députés, parce que le paradoxe, on va dire que c'est un paradoxe, mais vous combattez un système, mais en même temps vous cherchez à l'intégrer pour mieux, j'allais dire, le terrasser de l'intérieur. Donc vous croyez quand même au pouvoir du politique. Le Parlement européen a très peu de pouvoir. Il est un élément périphérique du système. Quand vous faites l'analyse nodale des institutions européennes, la Commission est le centre de gravité du système, il est relié à toutes les autres institutions. Le Parlement européen est relié à 2 institutions, c'est un élément périphérique. La seule chose, et c'est pour ça que nous présentons à ces élections, c'est pour avoir un droit de parole, c'est pour porter une parole. Quand vous regardez Nigel Farage, le député britannique qui est vent debout contre l'Union européenne, à chaque fois qu'il prend la parole, ça fait un buzz sur Internet. Et voilà, nous, c'est ce que nous y allons pour ça, pour détruire le système de l'intérieur, pour le ronger plus exactement, parce qu'on ne pourra pas le détruire, mais pour le ronger de l'intérieur. Et nous avons la légitimité de le faire, puisque un parti, par exemple, comme Europe Écologie Les Verts, qui dit explicitement qu'il faut en finir avec les États-nations, hein, Madame Emmanuelle Cos l'a dit à la télévision, dans une émission où il y avait Emmanuel Ton. Donc elle l'a dit, nous, il faut en finir avec les États-nations, se présente bien aux élections nationales en France. Donc il n'y a pas de raison que nous ne nous présentions pas aux élections européennes pour miner, ronger l'Union européenne de l'intérieur. UPR, on l'a compris, c'est un mouvement français, mais alors vous me parlez d'exemples en Angleterre, vous avez des ramifications, mais en tout cas des contacts avec... Nous avons des contacts, il y a eu une réunion qui s'est tenue en Grèce en décembre dernier, à laquelle a assisté François Asselineau, qui réunissait plusieurs partis, des petits partis comme le nôtre, jeunes, qui démarrent, et qui sont sur la même ligne
c'est-à-dire qui sont à la fois démocrates, légitimistes, c'est-à-dire et qui veulent quitter l'Union européenne. C'est-à-dire on ne fait pas n'importe comment, on ne veut pas faire la révolution, on veut utiliser les règles de droit international pour le faire. Et donc, bon, il y a un embryon, oui, d'interconnexion entre des partis, qu'ils soient grecs, italiens, espagnols, alors vous pensez que c'est, enfin oui, vous pensez bien sûr, sinon vous ne serez pas en train de défendre les intérêts de ce mouvement, mais que sortir de l'Europe, c'est pas une utopie, c'est possible. C'est possible. Et on n'a rien à y perdre, j'allais dire. Ah non, on a tout à y gagner. On a tout à y gagner parce que d'abord, nous retrouvons notre souveraineté. Aujourd'hui, ce qui rend les gens furieux, c'est que leur situation se dégrade à vitesse grand V et qu'ils se sentent impuissants. Et c'est ça qui rend les Français furieux. Ils sont impuissants et ils voient leur situation se dégrader. Si nous sortons de ce piège, si nous sortons de cette prison, nous allons retrouver notre souveraineté, c'est-à-dire la démocratie. La souveraineté du peuple, c'est l'autre nom de la démocratie. C'est comme si vous étiez en prison et que vous avez des gens qui vous disent on va repeindre vos volets en rouge ou en rose ou en bleu ou en vert et vous dire non, moi je veux sortir de prison. Et on vous dit non mais attendez, ne sortez pas, dehors il pleut ou il y a du vent. Peut-être qu'il pleuvra, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'il y aura du vent certains jours, mais c'est pas sûr. Et de toute façon, je préfère être dehors et chanter sous la pluie plutôt qu'être en prison avec des volets bleus, verts, jaunes ou n'importe quelle couleur. Voilà, c'est ça. Alors on l'a dit en début d'entretien, pas mal de gens en ce moment, y compris dans les partis politiques, traditionnels ou un peu plus à la marge, tapent sur l'Europe. Pour autant, donc encore une fois, Le Pen, mais aussi Dupont-Aignan, avec les démarches que vous avez indiquées, on pourrait rajouter Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à des ministres. Arnaud Montebourg, il n'y a pas très longtemps encore, montré le beau du doigt. Donc vous sentez des affinités, vous applaudissez les deux mains quand c'est comme ça? Avez-vous lu 1984 de George Orwell? Oui, il y a longtemps, oui. Voilà. Le ministère de la paix fait la guerre, le ministère de l'abondance gère la pénurie, le ministère de la vérité réécrit l'histoire. Arnaud Montebourg, à la tête de son ministère du redressement productif, comptabilisait les fermetures d'usines et les chômeurs. Nous sommes en pleine inversion sémantique orwellienne. L'usine Seita qui est délocalisée en Pologne, pour vous, c'est directement l'Europe qui est responsable, par exemple? Oui, puisque c'est la chute. C'est l'absence de barrières douanières qui est responsable. Lisez l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Tout transfert de capitaux entre les pays, tout mouvement de capitaux entre les pays de l'Union européenne et entre les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers, toute restriction, au transfert de capitaux est interdite. Toute restriction au paiement, de la même façon, est interdite. Ce qui signifie, en bon français, il est interdit d'interdire de délocaliser. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit, en bon français, il est interdit d'interdire de délocaliser. Voilà. Et l'article 32 organise le rapatriement des marchandises fabriquées dans des usines délocalisées où les gens sont payés 1 € de la journée chez nous pour faire concurrence à nos produits. Donc entre les articles 63 et 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute la mécanique de désindustrialisation de la France et de délocalisation est écrite là-dedans. Il faut lire les traités, c'est écrit dedans. C'est aussi simple que ça. Merci, on va renvoyer vers vos sites parce que bien sûr c'est là qu'on aura plus d'informations, en précisant aussi que il y a la sortie de l'euro que vous préconisez, la sortie de l'Europe, mais aussi la sortie de l'OTAN. Bien sûr. Tout ça va de pair. Ça va ensemble. Si vous voulez, actuellement, le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union européenne sont pratiquement les mêmes. Pour les États-Unis, ce sont les deux faces d'une même médaille pour mener à bien leur stratégie de conquête. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils insistent pour que la Turquie rentre dans l'Union européenne.